Bonjour tout le monde et bienvenue dans le premier épisode du mercredi lecture. Nous lirons les chapitres 1, 2, 3 et 4 de Moby Dick de Herman Melville aux éditions Sarbacane. Chapitre 1. L'auberge de la baleine qui fume. Appelez-moi simplement Ismaël. Il y a quelques années, ne me demandez pas d'être plus précis, m'étant aperçu que mon porte-monnaie était presque vide, j'ai décidé de me remettre à naviguer, histoire de bourlinguer encore sur les vastes plaines liquides du monde. Je n'ai trouvé rien de mieux pour me purger la rate, je veux dire, pour vaincre la tristesse et régulariser ma circulation sanguine. Certains, lorsqu'ils sont rongés de mélancolie, se donnent la mort par un moyen quelconque. Caton d'Utique, par exemple, se jeta sur son épée. Moi, je m'installe tranquillement sur un bateau. Rien d'étonnant à cela. Les hommes ne se rendent pas compte, mais chacun d'eux, à certains moments de sa vie, a nourri pour la mer un amour aussi profond que le mien. Toutefois, ne vous montez pas la tête. Ce n'est pas comme passager que je navigue, c'est comme simple matelot. Pourquoi ? Parce qu'on se fait un point d'honneur de me payer pour le mal que je me donne à bord, et aussi parce que le métier de la mer est le plus beau, le plus sain que je connaisse. Une dernière question. Comment l'idée m'est-elle venue, à moi qui n'avais jamais voyagé que sur des navires de commerce, de faire une campagne de pêche à la baleine ? Après mûre réflexion, je crois comprendre les raisons qui m'ont incité à me lancer dans cette aventure. En premier lieu, je découvre l'image formidable de la baleine, monstre impressionnant et mystérieux qui a toujours hanté mon imagination. Et puis, j'avais envie de voir les océans sauvages où les grands cétacés roulent dans les flots, leurs masses comparables à des îles vivantes. Je voulais m'initier aux dangers qu'ils font courir à ceux qui les attaquent. Combien de fois, dans mes rêves, n'avais-je pas contemplé des processions de baleines, au centre desquelles glissait une sorte de fantôme encapuchonné, semblable à une colline couronnée de neige. Enfin, j'attends des merveilles, des paysages et des vents patageons. Tout, en somme, me poussait à ne pas lutter contre l'entraînement de mon désir. Bref, je jetai quelques chemises dans mon vieux sac de matelot et, sans plus attendre, me mis en route pour le Cap Horn et l'océan Pacifique. C'est-à-dire que je me rendis d'abord de Manhattan, où je résidais, à New Bedford, dans le Massachusetts. Lorsque j'arrivai à New Bedford, un samedi soir, en plein mois de décembre, j'eus la désagréable surprise d'apprendre que le petit voilier qui faisait le service de l'île de Nantucket avait déjà levé l'ancre et qu'il me faudrait attendre son retour jusqu'au lundi suivant. Comment employer mon temps pendant ces 2 jours ? Car j'étais bien décidé à gagner Nantucket, berceau des ballonniers américains, point de départ des plus anciennes expéditions. La nuit était non seulement sombre, mais très froide. Je fis halte près d'une borne, mon sac sur l'épaule. Puis je plongeai la main dans ma poche et n'en retirai que quelques pièces de monnaie. « Mon vieil Ismaël, me dis-je, en regardant de tous les côtés, il est indispensable que tu trouves un coin pour dormir. Mais ne sois pas trop difficile, et surtout, renseigne-toi sur le prix avant de t'installer dans une auberge. » D'un pas hésitant, je m'en allai par les rues et passai successivement devant plusieurs auberges où je crus plus sage de ne même pas m'arrêter, tant elles me paraissaient somptueuses. Enfin, non loin du port, vers lequel je m'étais dirigé d'instinct, je vis tout à coup dans un halo de lumière une ancienne qui se balançait en grinçant et représentait un jet d'eau vaporisé. Au-dessus du jet d'eau, on pouvait lire « La baleine qui fume, Peter Coffin, propriétaire ». Cette auberge, avec sa façade délabrée et lépreuse, n'était guère engageante, mais, étant donné l'état de mes finances, n'était-ce pas exactement le gîte que je recherchais ? Je poussai la porte. Dans la lueur d'une lanterne suspendue au plafond, plusieurs marins, assis autour d'une table, buvaient en silence. Je m'approchai du patron et lui dis « Je voudrais une chambre. »« Impossible, répondit-il, tout est occupé. » Puis, se frappant le front. « Un instant, vous voulez bien aller à la pêche à la baleine, n'est-ce pas ? Dans ces conditions, verriez-vous un inconvénient à coucher dans le même lit qu'un harponneur ? Autant vous habituer tout de suite à vos futurs compagnons, pas vrai ? La perspective
la perspective de partager le lit d'un homme que je ne connaissais pas ne me souriait guère. Mais, pour une simple question de délicatesse, allais-je me condamner à errer toute la nuit dans une ville où je mettais les pieds pour la première fois ? Cet harponneur, demandai-je. Qui est-ce ? Oh, un brave type. Dans ces conditions, fis-je, sur un ton résigné, j'accepte. Très bien. Et maintenant, asseyez-vous, je vais vous servir un bon souper. Quelques instants plus tard, il nous fit entrer, les autres consommateurs et moi, dans la pièce voisine. L'atmosphère, glaciale, y était encore plus sombre que dans l'estaminet. Cette pièce, en effet, n'était éclairée que par 2 chandelles. Quant à la cheminée, vide. Voyant ma surprise, l'aubergiste m'expliqua. Le feu est un luxe dont je dois me passer. Pour me réchauffer, je ne trouverai d'autre moyen que de boutonner ma vareuse et de saisir à 2 mains ma tasse de thé bouillant. Mais le souper se révéla des plus substantiels. Il y avait de la viande, des pommes de terre et, à ma profonde surprise, des dumplings. Auprès de moi, un jeune marin en vareuse verte, qu'on me pardonne l'expression, s'en mettait jusque-là. « Toi, lui dit l'aubergiste, si tu ne te montres pas un peu plus raisonnable, tu n'y coupes pas d'une indigestion. »« Patron, murmurai-je, c'est celui-là, mon harponneur. »« Oh non !» fit l'aubergiste avec un sourire qui me parut diabolique. « Votre harponneur, comme vous dites, n'est pas un blanc. Et puis, il ne mange jamais de dumplings. Il n'aime que les beefsteaks, bien saignants. Fichtre ! Et où est-il à cette heure ? Il n'est pas dans la salle à manger, mais vous ne tarderez pas à faire sa connaissance. » Le souper terminé, nous regagnâmes tous l'estaminet. Vers 10 heures, l'estaminet se vida comme par enchantement, et je me remis à songer à mon harponneur. Décidément, l'idée de passer la nuit avec cet inconnu ne me disait rien qui vaille. « Patron, fis-je, après une hésitation, j'ai changé d'avis. Au lieu de coucher là-haut avec le harponneur, je vais passer la nuit ici, sur ce banc. »« À votre aise, répondit-il, mais je vous préviens, je n'ai pas de couverture à vous donner. »« Je m'en passerai, dis-je. » Je poussai le banc contre le mur et m'allongeai dessus. Cependant, presque aussitôt, je me rendis compte de mon erreur. Les courants d'air qui se glissaient sous la porte et par les interstices de la fenêtre glaçaient l'atmosphère de l'estaminet et rendaient ma situation intenable. Je me redressai sur le banc, non sans avoir grelotté pendant une bonne heure. Un moment, je regardais les pensionnaires qui entraient les uns après les autres et gagnaient leur chambre. L'aubergiste, toujours derrière son comptoir, taillait tranquillement un morceau de bois en forme de cure-dent. « Patron, lui dis-je, il est bientôt minuit. Cet harponneur rentre-t-il donc toujours à des heures impossibles ? » ?»« Non, répondit l'aubergiste sans lever les yeux. En général, il rentre tôt. Je me demande ce qu'il peut faire. Après tout, il n'a peut-être pas réussi à vendre sa tête. »« Sa tête ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? » ?»« Oui, sa tête, reprit l'aubergiste de sa voix traînante. Je lui avais dit qu'il ne pourrait pas la vendre à New Belford. Le marché est bien trop encombré. Encombré ? La moutarde commençait à me monter au nez. Encombré de quoi ? Répétai-je. Ben, de tête, parbleu. J'ai l'impression, patron, que vous êtes en train de vous payer la mienne. Si vous me prenez pour un mousse, vous vous trompez. Quant à sa tête, n'en dites pas de mal, c'est un conseil d'ami que je vous donne là. Sinon, il vous cassera la figure. À moins que je ne commence par lui casser la sienne. Voyons, calmez-vous, fit l'aubergiste. Je vais vous expliquer. Le gars en question arrive des mers du Sud. Il a rapporté de Nouvelle-Zélande plusieurs têtes réduites. Des curiosités, vous comprenez. Or, ces têtes, il les a toutes vendues, sauf une, celle qu'il essaye de caser aujourd'hui. Car demain, c'est dimanche. Vous ne le voyez pas proposant une tête réduite aux braves gens qui se rendent à l'église. Dimanche dernier, j'ai eu toutes les peines du monde à l'empêcher de sortir avec 4 têtes enfilées au chapelet sur une ficelle. Je laissai passer quelques minutes. Puis, après avoir bien réfléchi, « Patron, fis-je, ce harponneur, dois-je être un type dangereux ?
Patron, fis-je, ce harponneur doit être un type dangereux. Mais non, répondit l'aubergiste sur un ton rassurant. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je n'ai pas à me plaindre de lui. Il paye régulièrement. Il jeta un regard à la pendule. Bientôt minuit. Pour moi, il a dû s'arrêter quelque part. On ne le reverra pas avant demain matin. Allons, venez, ajouta-t-il en prenant une chandelle. Je vais vous conduire à sa chambre. Vous êtes certain de passer une nuit tranquille. Quoi, vous avez peur? Peur? Non. Mais je dois l'avouer, je n'étais pas très rassurée. Au premier étage, l'aubergiste me fit entrer dans une petite chambre froide, comme une palourde. Voilà, dit-il, en posant la chandelle sur un vieux coffre qui devait servir à la fois de table de toilette et de table de milieu. Vous êtes chez vous. Mettez-vous à votre aise. Bonsoir. Lorsque je me retournai, il avait déjà disparu. Le lit était immense, assez spacieux en tout cas, pour contenir plusieurs harponneurs. Pour le reste, il n'y avait, dans cette pièce étroite et sombre, qu'une étagère rustique, 4 murs nus, un paravent de carton sur lequel était peint un harponneur en pleine action, puis, dans un coin, un hamac plié à un sac de marin. Un paquet d'hameçons en os luisait vaguement sur la cheminée, alors qu'un grand harpon se dressait sur la tête du lit. Mais là, sur le coffre, qu'était donc cet objet bizarre? Je m'approchai et constatai qu'il s'agissait d'une sorte d'énorme paillasson dont les bords s'ornaient de pendants coloriés. Je le soulevai et, profitant de ce qu'il était dépourvu d'une fente semblable à celle des ponchons sud-américains, je le passai par-dessus mon crâne et le laissai tomber sur mes épaules. Il était humide, comme si son mystérieux harponneur l'avait porté sous la pluie. Et surtout, quel poids! Je me plaçai devant un fragment de glace fixé au mur. Effrayé par l'image qui me renvoyait le miroir, je me hâtai de me débarrasser de ces vêtements étranges en me disant « Comment un chrétien digne de ce nom peut-il se promener dans les rues accoutré de la sorte ?» Je réfléchis encore quelques instants à cet harponneur marchant des têtes réduites et à son paillasson. Puis, prenant mon courage à deux mains, je me déshabillai. Vareuse, gilet, pantalon, bottes, et après avoir soufflé la chandelle, je me glissai dans le lit, non sans avoir remis mon short entre les mains de la Providence. Mon sort entre les mains de la Providence. 10 minutes plus tard, peut-être, comme j'allais sombrer dans le sommeil, j'aperçus un pas lourd dans le couloir, tandis qu'une faible lueur paraissait ramper sous la porte. « Dieu me protège !» pensai-je. « C'est lui !» Tenant dans sa main droite une chandelle et, dans la gauche, la tête réduite dont m'avait parlé l'aubergiste, le nouveau venu entra dans la chambre. Puis, sans jeter un coup d'œil vers le lit, il s'approcha du sac de marin placé dans un coin et se mit à en dénouer les nœuds. Enfin, brusquement, il se retourna. Doux Jésus! Quel spectacle! Je crus tout d'abord à voir son visage où on alternait le jaune, un violet presque pourpre et le noir qu'il sortait d'une bagarre et qu'il avait eu recours aux soins d'un chirurgien. Mais, comme il venait de se planter par hasard dans la lumière de la chandelle, je me rendis compte de mon erreur. Ce que j'avais pris pour des emplâtres et des cicatrices toutes fraîches n'était autre qu'un ensemble de tatouages multicolores du plus saisissant effet. Cependant, le harponneur, ignorant encore ma présence, continuait à farfouiller dans son sac. Il en retira un tomahawk. Mais s'agissait-il vraiment d'un tomahawk? Ainsi qu'une poche en peau de phoque encore toute velue. À leur place, il fourra dans le sac la hideuse tête réduite. Ensuite, il enleva son large chapeau de feutre. Je faillis alors pousser une exclamation de surprise. Il n'avait pas un poil sur le crâne, à l'exception d'une tresse nouée sur son front et en un minuscule chignon. Que faire? J'avais envie de prendre la fuite, bien que la lâcheté ne soit pas le premier de mes défauts.
mais il se trouvait placé entre la porte et le lit. Certes, j'aurais pu sauter par la fenêtre. Pendant que je réfléchissais de la sorte et que j'avais quelque mal à dominer ma peur, il s'était mis, lui, à se déshabiller tranquillement. Et je constatais que, tout comme son visage, son corps, sa poitrine, ses bras et ses cuisses disparaissaient dans un inextricable lacis de tatouages. Quant à ses jambes, aussi décorées que le reste de son corps, je crus distinguer des dizaines de grenouilles vertes qui semblaient grimper sur des palmiers au tronc jaune. Je commençais à comprendre. Je me trouvais enfermée dans cette sinistre chambre avec un sauvage, embarqué sans doute par un baleinier dans les mers du Sud. Et avec ça, un amateur de tête, s'il trouvait la mienne à son bout. Mais je n'étais pas au bout de mes émotions. Presque nu maintenant, un panier étroit lui serrait les reins. Il prit dans l'une des poches de sa vareuse pendue à sa chaise, une statue noire et biscornue qu'il alla placer entre les chenets de la cheminée et devant laquelle il allumait avec une poignée de copeaux un petit feu de sacrifice. Puis, prosterné devant la statuette, il se livra à d'interminables momoneries de païens que je préférais ne pas décrire. Après quoi, ayant sans doute fini de prier, il saisit son tomahawk et fit le fer en contact avec les copeaux qui achevaient de se consumer. Plaça l'extrémité du manche dans sa bouche et tira quelques bouffées de fumée. Ensuite, il souffla la chandelle et, dans l'obscurité complète, tomahawk aux dents, il sauta sur le lit et retomba si près de moi que je ne pus m'empêcher de crier. La stupeur lui arracha un grognement et sans plus attendre, il se mit à me palper. Je me blottis contre le mur en gémissant. « Je vous en prie, laissez-moi. Permettez-moi de me relever, je vais rallumer la chandelle. » Mais lui, dans son invraisemblable sabir, « Qui toi être? Toi pas vouloir dire, alors moi, tuer toi. » Et, tout en parlant, il secouait au-dessus de moi sa pipe tomahawk, dont il répandit la cendre sur le lit, si bien que je pensais, non seulement il va me tuer, mais il va flanquer la feu à ma liquette. Ce qu'en voyant, je me mis à hurler. « Patron, monsieur Coffin, au secours, au secours !» Quant à mon sauvage, il continuait à répéter. « Qui toi être? Toi pas vouloir dire, si toi pas vouloir dire, moi tuer toi !» Mais, Dieu soit loué, à ce moment l'aubergiste rentra dans la chambre, une chandelle à la main. D'un bond, je sautai du lit et courris me placer sous sa protection. « N'ayez pas peur, me dit-il avec un petit sourire diabolique. Queeg ne toucherait même pas un cheveu de votre tête. » D'abord cessez de ricaner comme un imbécile, hurlai-je de plus belle. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que cet harponneur était en réalité un cannibale? Je croyais que vous saviez, que vous aviez compris, quoi. Je vous ai dit qu'il se baladait en ville pour essayer de vendre de sa dernière tête réduite. Allons, recouchez-vous et ne parlons plus de ça. Et, s'adressant à Queeneg, puisque tel était le nom de son cannibale. Écoute, Queeneg, toi connaître moi connaître toi, lui dormir avec toi, toi comprendre. Oui, moi comprendre, répondit Queeneg, en se remettant à tirer sur son tomahawk. Il souleva la couverture et, se tournant vers moi. « Toi, entrez là !» ajouta-t-il avec une expression presque gracieuse et un geste d'invitation digne d'un civilisé. Un instant, je l'examinai. Malgré ses tatouages, il était plutôt propre et appétissant pour un sauvage. Après tout, pensai-je, c'est un homme tout comme moi. J'ai peut-être eu tort de faire ce vacarme. Ne vaut-il pas mieux dormir avec un cannibale à jeun qu'avec un chrétien ivre? Puis, avisant l'aubergiste, « Patron, fis-je, dites-lui de ramasser son tomahawk, ou sa pipe si vous préférez. En tout cas, dites-lui de s'arrêter de fumer. Je ne veux pas coucher avec un homme qui fume au lit, c'est dangereux.
Et puis, je ne suis pas rassurée. Dès que l'aubergiste lui eut fait part de mon désir, Quenbach s'exécuta sur le champ et, s'effaçant le plus possible, comme pour bien me montrer qu'il ne me frôlerait même pas le mollet. Il m'invita de nouveau avec une parfaite bonne grâce à le rejoindre. « Bonsoir, patron, dis-je, maintenant vous pouvez nous laisser. » Je me recouchai et je dois reconnaître que cette nuit-là, je dormis mieux que je ne l'avais fait de toute ma vie. Chapitre 2. Une paire d'amis. Le lendemain matin, je m'éveillai à la pointe du jour. Quelle ne fut pas ma surprise en constatant que mon compagnon me tenait par le cou, de la façon la plus affectueuse du monde. À plusieurs reprises, j'essayai, en vain, de me dégager. « Me voici dans de beaux draps, pensai-je. Que vais-je devenir dans cette inquiétante auberge, couché dans le même lit que ce cannibale armé jusqu'aux dents et qui semble bien résolu à ne pas me lâcher. » Finalement, je criai. « Queequeg! Hé, Queequeg, réveille-toi, mon vieux !» Il poussa un grognement, puis s'ébroua comme un chien sortant de l'eau, me regarda quelques instants en se frottant les paupières, sauta brusquement du lit et me fit comprendre plus par des gestes que par des paroles qu'il allait s'habiller le premier, afin de me permettre de disposer à mon gré de la chambre. Décidément, ce sauvage avait des délicatesses que bien des civilisés auraient pu lui envier. Pour s'habiller, il commença par le haut, c'est-à-dire qu'il mit d'abord son chapeau et sa vareuse, après quoi, les cuisses et les jambes toujours nues, il se glissa sous le lit, et là, à grand renfort de soupirs et de gémissements, s'employa à enfiler ses bottes. Pourquoi jugeait-il convenable d'enfiler ses bottes en cachette? Bah, pensai-je, c'est sans doute sa manière à lui de montrer qu'il a de la pudeur. Mais tout de même, je n'en revenais pas. Enfin, il sortit de dessous le lit, avec son chapeau bosselé et enfoncé jusqu'aux yeux. Puis, faisant craqueler le cuir de ses bottes, il traversa la chambre, se mouilla le museau et se savonna les joues avec un savon dur comme pierre, qu'il tira de son sac. Allait-il se raser? Et avec quoi? Mais soudain, je le vis arracher au manche de fer de son harpon, l'affûter sur l'une de ses bottes et... Ah! Mes aïeux! Il venait de se planter devant le fragment de glace fixé au mur et vigoureusement se racler le visage avec cet effrayant rasoir. Un instant plus tard, sa toilette terminée, comme il se dirigeait vers la porte, je ne pus m'empêcher de lui crier « Voyons, Queequeg! Et ton pantalon ?» Il se retourna, me remercia d'un sourire qui ressemblait à une grimace, enfila son pantalon et, serrant son harpon dans sa main gauche, comme un bâton de maréchal, il sortit fièrement de la chambre. Lorsque je le rejoignis dans l'estaminet, il était déjà installé parmi d'autres ballonniers, matelots, premiers lieutenants, seconds lieutenants, charpentiers, voiliers, harponneurs, maîtres d'équipage, etc., qui buvaient le café en croquant des petits pains chauds. Mais lui, il se contentait de piquer de la pointe de son harpon des beefsteaks presque crus, placés de l'autre extrémité de la table, et les dévorer l'un après l'autre avec un calme impressionnant. Ce jour-là, ne sachant que faire, je déambulai toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi dans les rues et sur les quais de New Bedford. Ce fut seulement dans la soirée que je retrouvai Queequeg, assis à la table de l'estaminet de l'auberge. J'étais à 100 lieues de me douter que notre amitié naissante allait progresser en quelques heures à pas de géant. Nous commençâmes par dîner côte à côte, tout en bavardant de notre métier, du temps qu'il faisait et de notre départ pour Nantucket, qui devait avoir lieu le lendemain. Puis nous gagnâmes notre chambre. Là, dès que mon compagnon eut récité ses bizarres prières devant son idole noire et éclairée par le feu des copeaux semblables à celui de la veille, nous nous couchâmes bien sagement. Queequeg alluma sa pipe Tamawak et, de question en question, j'ai réussi à lui faire raconter son histoire. Queequeg était natif de Cocovoko, petite île située très loin là-bas vers l'ouest et le sud. Ne la cherchez pas sur une carte. Vous perdriez votre temps. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, les pays intéressants ne figurent jamais sur les cartes. En général, les petits sauvages n'ont qu'un désir, courir presque nus dans leur forêt ou leur jungle natale. Mais Queequeg avait une ambition.
Il voulait connaître de la chrétienté autre chose que les ballonniers qui, de temps à autre, apparaissaient sur les rivages de son île où son père était une sorte de roi. Bref, un bateau ayant jeté l'ancre dans la baie de Kokovoko, Quickbeck se présenta à bord, dans l'espoir qu'on l'accepterait de l'engager comme matelot. Mais l'équipage étant au complet, on l'envoya promener. Alors il usa d'un expédient. Seul dans sa pirogue, il alla se poster dans une passe que le bateau devait emprunter pour s'éloigner de l'île. Lorsque celui-ci apparut, il s'en approcha aussi vite, aussi rapidement que possible, se servit de l'une des chaînes pour se hisser par-dessus le bastinage, se jeta à plat ventre sur le pont et saisit un gros anneau de fer en criant « Moi, plus jamais partir, mais si vous coupez moi, même si vous coupez moi en morceaux !» On le menaça de le lancer au requin, on fit mine de lui trancher les poignets, en vrai fils de roi qu'il était, il ne broncha pas. À la fin, le capitaine, touché de son courage, déclara « C'est bien, je te garde ». En s'adressant aux hommes qui l'entouraient « Occupez-vous de lui et faites-en un bon ballonnier ». Depuis ce temps, Quickbeck avait sillonné les mers en tous sens, participé à de nombreuses campagnes de pêche, visité des ports et des villes. Était-il satisfait de cette chrétienté dont il avait tant désiré faire la connaissance ? Je crus comprendre qu'il avait perdu, à son sujet, quelques illusions. « Chrétien, pas toujours meilleur que païen, me dit-il. Avais-je le droit de lui répondre, moi, chrétien, qu'il n'avait pas tout à fait tort ? Je préférais le laisser passer quelques instants. Puis je lui demandai « As-tu l'intention de retourner dans ton île et de te faire couronner roi, Car enfin, depuis le temps que tu es parti, ton père doit être mort. » « Oui, lui mort, répondit-il. Mais moi, pas avoir l'intention de retourner déjà là-bas. Moi, vouloir encore voir beaucoup de choses et harponner beaucoup de baleines. Maintenant, nous, dormir. Pour nous, partir demain à la grande pêche. » Comme il avait fini de fumer sa pipe Tomahawk, il la posa sur le plancher près de lui. Puis, étant donné que nous étions devenus de vrais amis, il m'embrassa à la manière de son pays, c'est-à-dire en pressant son front contre le mien. Après quoi, nous nous tournâmes le dos et, 1 minute plus tard, nous dormons l'un et l'autre du sommeil du juste. Le lendemain, le lundi de notre départ par conséquent, nous empruntâmes une brouette pour charger nos bagages et, dans cet équipage, nous nous rendîmes au port où le petit schooner Moss, qui faisait les services de Nantucket, semblait ne plus attendre que nous pour lever l'ancre. Dès que nous eûmes gagné le large, je me sentis envahi par une émotion qui tenait à la fois de la joie et de l'ivresse. Quickbeck, lui aussi, ne cherchait même pas à dissimuler son allégresse. Enfin, nous avions quitté la terre ferme, avec ses tracasseries, ses innombrables interdictions. Dans la soirée, nous arrivâmes en vue de Nantucket. Mon trouble fut extrême lorsque j'aperçus pour la première fois cette petite île, composée d'une colline aride et d'une simple plage d'où se sont élancés depuis si longtemps les plus hardis ballonniers de la terre. La nuit tombait lorsque le Moss jeta l'ancre dans le port. Nous n'avions rien d'autre à faire que de souper et de chercher un gîte. Le patron de la baleine qui fume nous avait recommandé de prendre pension chez son cousin, un certain Ossa Hussey, propriétaire des 2 chopes, l'une des meilleures auberges de Nantucket, avait-il précisé. Nous nous mîmes donc incontinents à la recherche de cette merveille et, après avoir déambulé une bonne heure dans les ruelles, nous nous retrouvâmes tout à coup devant une maison dont la façade était incrustée de coquillages et dont l'enseigne représentait 2 énormes chopes en bois qui se balançaient au vent de la nuit. « Eh bien, dit Jacques à Quickbeck, je crois que nous y sommes. » Nous poussâmes la porte. Dans l'estaminette, l'atmosphère puait le poisson. D'ailleurs, tout dans cette auberge paraissait à la sauce poisson. Madame Hussey, imposante créature au masque autoritaire, portait un collier en vertèbre de morue. Monsieur Hussey manipulait un livre de comptabilité relié en peau de requin. Et, comme dîner, on nous servit arrosé de 2 chopes de lait qui, lui aussi, sentait vaguement le poisson, mais se révéla crémeux à souhait.
Un plat extrêmement savoureux composé de palourdes cuites avec des biscuits pliés et de minuscules morceaux de porc salé. Le tout, bien entendu, assaisonné de main de maître. Est-il utile d'ajouter qu'il nous suffit d'obéir à notre appétit, aiguisé par l'air du large, pour expédier en 5-7 ce plat copieux et mémorable? La dernière bouchée avalée, Madame Musset nous remit une lampe en nous disant « Et pour le petit déjeuner, qu'est-ce que je vous servirai? Palourdes au petit salé, comme ce soir ?» « Bien sûr, répondis-je après une brève hésitation due à la surprise, mais vous y ajouterez 2 harengs fumés, ça nous changera un peu. » Chapitre 3. Mon beau navire. Dès que nous fûmes allongés côte à côte, je me mis en devoir de préparer nos plans. Car maintenant que nous avions atteint notre but, il nous fallait chercher sans tarder le ballonnier qui voudrait bien accepter de nous prendre à son bord. Le lendemain, des portes minées, je laissai Queequeg et sa statuette de son dieu, Yojo, enfermés dans notre chambre. Puis je sortis de l'auberge et me dirigeai vers le port. Il me fallut faire de nombreuses démarches et poser peut-être une centaine de questions au hasard avant d'apprendre que 3 navires allaient appareiller pour des voyages de 3 ans. Ces 3 navires étaient la Diablesse, la Friandise et le Pécode, ce dernier portant le nom d'une tribu indienne du Massachusetts anéantie depuis longtemps. Je rôdai un moment autour de la Diablesse, puis autour de la Friandise. Enfin, je remontai à bord du Pécode et, presque sur le champ, je compris que c'était celui-là qui nous convenait. Il s'agissait d'un navire de la vieille école, plutôt petit que grand, avec l'air d'un monstre griffu, sa coque malmenée par les pitons et caressée par les bonasses des 4 océans de la planète, avait la même couleur bronzée que les joues d'un grenadier français ayant combattu successivement en Égypte, puis devant Moscou. Sa proue vénérable semblait prolongée d'une barbe. Ses mattes étaient raides comme des colonnes vertébrales de statues. Ses ponts usés s'ornaient de maintes craquelures inquiétantes. Mais ce n'est pas tout. Le Pécode, depuis un siècle qu'il écumait les océans, était surchargé par ses commandants successifs des dessins et des accessoires qui lui donnaient l'aspect d'un bouclier ancien ou d'une sorte de trophée mouvement. C'est ainsi que ces bastinages dans lesquels on avait planté des dents aiguës de chacal avaient l'air de monstrueuses mâchoires et que sa barre hausse tubeur était constituée non d'une solide pièce de bois, mais d'une mâchoire inférieure de cachalot d'une blancheur éblouissante. Noble navire, en vérité. Cependant, comme toutes les choses nobles, il s'en dégageait une pesante tristesse. Avisant un vieil homme qui s'était assis derrière le grand mat, sous une sorte de tente rappelant, par sa forme, le wigwam des Indiens, je lui demandai « Est-ce vous qui commandez le Pécode ?»« Non, répondit-il, je suis capitaine Peleg, l'un des propriétaires. Je navigue plus, mais toi, qu'est-ce que tu veux ?»« Je voudrais embarquer. »« Tu voudrais embarquer? Tu connais quelque chose aux baleines ?»« Non, mais j'apprendrai vite, soyez-en certain. J'ai fait plusieurs voyages dans la marchande et... »« As-tu jamais vu le capitaine Achab ?» reprit-il. « Le capitaine Achab, répétai-je. Oui, c'est lui qui commande le Pécode. Écoute-moi bien. Avant de signer ton engagement, va donc jeter un coup d'œil sur le capitaine Achab. Il te faudra 2 secondes pour constater qu'il n'a plus qu'une jambe. Dois-je comprendre, balbutiai-je, que l'autre lui a été enlevé par une baleine? Tu l'as dit, mon gars, mais enlever est un mot faible. C'est arraché, broyé, écrabouillé qu'il faut dire, et par le plus monstrueux cétacé, baleine ou cachalot, pour nous c'est du pareil au même, qui ait jamais éventré une chaloupe. Comprends-tu maintenant? D'ailleurs, ajouta-t-il, après m'avoir examiné avec attention, je me demande si le métier de ballonnier te convient. Je te trouve un peu mou dans tes attitudes, dans ton langage. Ne te paies-tu pas ma tête lorsque tu me dis que tu es déjà allé en mer? Mais je vous assure, j'ai fait 4 voyages dans la marchande. Parfait. Te crois-tu capable de lancer un harpon dans la gorge d'une baleine et de la poursuivre en chaloupe jusqu'à qu'elle n'en puisse plus? Allons, réponds vite, j'aime les réponses rapides. Je m'en sens capable. Avec un peu d'entraînement, s'entend. De mieux en mieux.
Eh bien, tu vas pouvoir signer ton engagement sans le moindre délai. Suis-moi. Par l'échelle d'écoutille, il m'entraîna jusqu'à la cabine. Là, il me présenta à son associé, le capitaine Bildad, un grand maigre, boutonné jusqu'au menton, qui paraissait absorbé dans la lecture d'une énorme Bible. Le capitaine Bildad, en retraite lui aussi, avait une solide réputation d'avarice. « Il va embarquer, lui expliqua Peleg en me montrant. « Vraiment, tu vas embarquer sur le Pécode ?» me demanda le capitaine Bildad d'une voix caverneuse. « Oui, répondis-je, sur un ton résolu. »« Que penses-tu de lui, Bildad ?» demanda le capitaine Peleg. « Je crois qu'il fera l'affaire. » Puis la discussion relative à la masse que je recevrais à l'expiration du voyage commença, non sans une certaine âpreté. Je savais déjà que, sur les ballonniers, les membres de l'équipage, au lieu d'être payés au mois ou à l'année, recevaient, selon le rang qu'ils occupaient à bord, une part des bénéfices appelés masse. Lorsque j'eus accepté de ne recevoir que la 300e part des bénéfices et signé mon engagement, je remontai sur le pont avec le capitaine Peleg. « Capitaine, lui dis-je, j'ai un copain qui voudrait bien en embarquer, lui aussi. Voulez-vous me permettre de vouloir l'amener demain ? » Naturellement, à Melneux. Nous verrons s'il fait l'affaire. A-t-il déjà participé à une campagne de pêche à la baleine ? Bien sûr, c'est un vrai baleinier, lui. Il a même tué plusieurs des baleines que je ne pourrais en compter. Eh bien, c'est entendu. Amène-le demain. Je pris congé du capitaine Peleg, mais, au moment de quitter le Pégog, je me ravisai et revins sur mes pas. « Capitaine, fis-je, où pourrais-je trouver le capitaine Achab ?»« Qu'est-ce que tu lui veux ? Tu t'es engagé. Que te faut-il de plus ? » ?»« Oui, mais voyez-vous, je voudrais au moins l'apercevoir. »« L'apercevoir » répéta-t-il avec une expression rêveuse. « En ce moment, je crois que ça serait assez difficile. Il se cache. Il reste enfermé chez lui. Est-il malade ? Il n'en a pas l'air. Pourtant, d'ailleurs, il refuse de m'ouvrir sa porte. Il est donc très probable qu'il en ferait autant pour toi. Vois-tu, mon gars, c'est un homme bizarre, le capitaine Achab. Mais un homme, un vrai. Au reste, tu feras sa connaissance bien assez tôt. Crois-moi sur parole. Je voudrais t'expliquer. Je te disais que le capitaine Achab est un homme, un vrai. Eh bien, ce n'est pas exactement cela. Le capitaine Achab, c'est une sorte de dieu. Oui, une sorte de dieu. Il parle peu, mais je te conseille de l'écouter. Il connaît tout, il est allé partout, même chez les sauvages qui se nourrissent de chair humaine. Il a fait ses études dans les universités. Il est familiarisé avec des mystères infiniment plus profonds que ceux de l'océan. Comme harponneur, il n'a pas son pareil, parmi tous les ballonniers de Nantucket. Cependant, je ne sais pas si tu vas me comprendre. Il donne l'impression, lorsqu'il lance son harpon, de chercher à atteindre autre chose que la baleine elle-même, un ennemi personnel. En un mot, le capitaine Achab, c'est Achab, tu sais bien, ce roi d'Israël. Oui, je sais, répondis-je, et, entre parenthèses, un très mauvais roi. Si j'ai bonne mémoire, le prophète Élie avait prédit que, lorsqu'il serait tué, les chiens lécheraient ses blessures. C'est cela. Mais viens ici, plus près de moi, murmura le capitaine Peleg, avec un regard dont je fus presque effrayé. Un autre conseil, mon gars. Tant que tu seras à bord du Pégode, ne répète jamais ce que tu viens de dire. Si le capitaine Achab porte un nom semblable, ce n'est pas sa faute. Achab est un brave homme, aussi pieux qu'un autre. Bien sûr, il lui arrive de jurer quelquefois, tout comme moi. Mais il m'est supérieur sur bien des points, je le reconnais. Naturellement, depuis que cette maudite baleine lui a coupé une patte au cours du dernier voyage, il souffre le martyre. Tu penses bien que son moignon lui fait mal. Et, s'il se montre hargneux, et même souvent d'une incapable violence, qui oserait lui en faire le reproche? Certes, il n'a jamais été si causant ni jovial. Mais je suis certain qu'il finira par retrouver son humeur normale. Je ne voudrais pas, mon gars, que tu penses du mal de lui parce que le hasard l'a affabulé d'un nom qui est celui des plus méchants de tous les rois de l'histoire sainte. Et puis, n'oublie pas,
Ce vieil homme s'est marié sur le tard avec une fille charmante qui lui a donné un enfant. Bon père, époux affectueux, est-ce là le fait d'un individu affligé d'un caractère naturellement cruel? Crois-moi, si rude qu'il soit, Achab a son côté humain. Après avoir quitté le capitaine Peleg, je regagnai l'auberge à Palan. Le capitaine Achab m'inspirait maintenant une sorte de sympathie mêlée de beaucoup de crainte. Et puis, plus que jamais, j'avais hâte de faire sa connaissance. Le lendemain matin, l'engagement de Queequeg ne fut pas une petite affaire. Comme nous approchions du Pégog, mon compagnon et moi, une voix rude nous cloua sur place. « Halte, Ismaël! Tu ne m'avais pas dit que ton copain était un cannibale. Or, sache-le, bien les cannibales ne sont pas admis à bord. » Je levai la tête et vis, accoudés au bestinage, le capitaine Peleg et le capitaine Bildad. C'était Peleg qui avait parlé. Sur le moment, je ne sus quoi répondre. Puis, en me ressaisissant, « D'abord, capitaine, répondis-je, Queequeg n'est pas un vrai cannibale. Il y a de belles lurettes qu'il a cessé de manger de la chair humaine. D'autre part, pourquoi ne lui permettriez-vous pas de vous montrer ses talents ?» Les deux officiers se concertèrent à voix basse. Enfin, le capitaine Peleg, après avoir eu quelque peine à réfléchir, l'austère Bildad cria « Eh bien, c'est entendu, montez à bord. Nous avons envie de voir ce qu'il sait faire, cette espèce de grand sauvage. » 3 secondes plus tard, nous étions sur le pont. Queequeg, qui avait bien compris ce qu'on attendait de lui, sauta à l'avant d'une de ces baleines suspendues sur le côté du navire. Puis, après s'être affermi sur son genou gauche, il brandit son harpon et déclara dans son charabia habituel. « Te voir, capitaine, ce petit tache de goudron là-bas sur l'eau. Toi, bien voir. Alors toi, pensez que c'est œil de baleine. Et toi, maintenant, regardez. » Le harpon s'élança en ronflant, vola dans l'air et tomba au milieu de la tache de goudron. « Maintenant, fit Queequeg, se tirant tranquillement sur la corde à laquelle était fixé le harpon. « Toi comprendre, capitaine, si tache de goudron qu'il a à l'œil de la baleine complètement mort. » « Vite, Bildad, cria Peleg à son associé. Il faut que ce type signe son engagement sur le champ. Des harponneurs de cette classe, on n'en trouve pas tous les jours. » Nous gagnâmes la cabine et, à ma profonde satisfaction, Queequeg fut bientôt inscrit sur le rôle d'équipage. 4. Le capitaine Achab. Il nous fallut patienter encore 2 jours avant d'apprendre que tout était paré et que le Pégode s'apprêtait à lever l'ancre. Donc, un matin, vers 6 heures, dans la pénombre d'une aube grise et brumeuse, nous nous mîmes en route pour le port. « Si je ne me trompe, dis-je à Queequeg, j'aperçois là-bas des marins qui courent. Je parie que nous partons au lever du soleil. Pressons-nous. » Nous montâmes à bord. Je m'aperçus non sans surprise que les ponts étaient déserts. Qu'étaient donc devenus les hommes que, tout à l'heure, j'avais cru voir courant dans la direction du Pégode? Enfin, nous découvrîmes sur le gaillard d'avant un vieux marin en loques qui dormait sur 2 coffres placés côte à côte et ronflait comme un sonneur. Décidé à attendre les événements, que nous nous assîmes près de lui et commençâmes à fumer la pipe tomahawk de Queequeg. Soudain, gêné sans doute par l'odeur du tabac, le vieux marin grogna dans son sommeil. Puis se redressa sur son séant en se frottant les paupières. « Salut les gars, dit-il, qui êtes-vous »« Nous avons signé sur le Pégode, répondis-je. Quand partons-nous »« Ben, aujourd'hui. Le capitaine a embarqué hier. »« Quel capitaine ? Le capitaine Achab. Qui veux-tu que ce soit, mon gars ?» Je m'apprêtais à lui poser d'autres questions à son sujet, au sujet d'Achab, lorsqu'un bruit sur le pont m'en empêcha. « Ah, voilà Starbuck, le second, qui se remue, » reprit le vieux marin. « Celui-là, c'est un homme bon et pieux, et actif avec ça. Allons, finis de dormir. » Sur ce, il se leva. Nous le suivîmes. Maintenant, il faisait presque jour. L'équipage, qui s'était sans doute attardé dans les cabarets du port, commença d'embarquer. Les gabiers grimpaient dans les hunes, les officiers s'agitaient, lançaient des ordres. Mais le capitaine Achab, cloîtré dans sa cabine, demeurait invisible. Enfin, vers la fin de l'après-midi seulement, après des préparatifs auxquels, naturellement, nous participâmes, Queequeg et moi, le Pégode leva l'ancre.
hissa ses voiles et glissa vers le large. C'était un 24 décembre. Quand la nuit tomba, la nuit de Noël, par un froid vif et piquant, nous étions déjà presque en plein océan. Autour de nous, l'écume gelée formait sur la mer une sorte de cuirasse polie. Des glaçons pendaient à notre proue et les dents du cachalot plantées dans le bestinage scintillaient au clair de lune. Mais il est temps que je dise quelques mots sur mes nouveaux compagnons. Starbuck, le second du Pégo, était un Nantucket. Cet homme sérieux et grave semblait avoir sa chair aussi dure que du biscuit remis 2 fois au four, parfaitement apte à vivre sur toutes les latitudes. Quel âge pouvait-il avoir? Pas plus de 30 ans sans doute. Il était maigre comme une momie et très avare de paroles. Doué d'un grand courage, il n'en disait pas moins. À bord de ma chaloupe, je ne veux que des gens qui aient peur des baleines. Pourquoi disait-il cela? Probablement parce qu'il estimait que le vrai courage doit s'appuyer sur une juste estimation du péril et qu'un baleinier d'une intrépidité aveugle est plus dangereux qu'un lâche. Le premier lieutenant s'appelait Stubb. Il n'était pas originaire de Nantucket, mais du Cap Cod. Insouciant et aussi éloigné de la pelotonnerie que de la bravoure, il prenait du temps comme il venait. Si Starbuck le second était de Nantucket et Stubb le premier lieutenant de Cape Cod, le second lieutenant était un nommé Flax, était natif, lui, de Tilbury, dans l'île de Martha Vineyard. C'était un petit bonhomme, rougeau et trapu, de caractère belliqueux. Ces 3 officiers, Starbuck, Stubb et Flask, étaient à bord des personnages importants, car il assurait le commandement de 3 des 4 baleiniers du Pégode. Armés de leurs lances étincelantes, ils formaient un superbe trio. Mais autour d'eux gravitaient des personnes non moins importantes, les harponneurs, esquissons maintenant d'un rapide croquis des 3 harponneurs du Pégode. En premier lieu venait Queequeg, que Starbuck avait choisi pour l'aider. Nous connaissons de longue date mon cher cannibale. Le second harponneur était un Indien de pure race, Testego, originaire de Gay Head, le promontoire le plus à l'ouest de Martha Vineyard. Testego, choisi par Stubb, le premier lieutenant pour l'aider dans sa tâche, avait des cheveux noirs et lisses, des pommettes saillantes, des yeux fendus en amande comme ceux des orientaux et des prunelles charbon traversées de lueurs glacées. Daggoo, le troisième harponneur, était un nègre gigantesque, noir comme la nuit. Il avait la démarche souple et puissante d'un lion et portait, pendus à ses oreilles, des anneaux si grands que ses compagnons proposaient en riant de les utiliser pour acheter les drisses de une. Un autre nègre avait trouvé place, lui aussi sur le Pégo. Il s'agissait d'un minuscule Pip, un pauvre noir de l'Alabama. Quant au reste de l'équipage, ils sont composés de marins originaires soit de Nantucket, soit des Accords, soit des îles Shetland. Ces insulaires avaient tendance à vivre isolés les uns des autres, chacun pour soi, et former autour du personnage dont je vais enfin vous parler comme une forêt d'ombre active et presque toujours silencieuse. Plusieurs jours après notre départ de Nantucket, nul n'avait encore vu le capitaine Achab au-dessus des écoutilles. Les officiers prenaient le quart à tour de rôle. On aurait pu croire qu'ils étaient les seuls maîtres à bord. Toutefois, de temps en temps, ils remontaient de la cabine avec des ordres si brusques et si autoritaires que je me rendis compte de ceci. Ils n'exerçaient leur commandement que par délégation. Le maître suprême et véritable du Pégode était bien là, enfermé dans une retraite inviolable. Les premiers temps, nous avons dû subir un froid presque polaire, bien que, naturellement, nous finissions route vers le sud. Mais je sentais que, chaque fois que nous franchissions un degré de latitude, nous nous éloignions d'un implacable hiver. Bref, par un matin, moins rigoureux que les précédents, mais encore brumeux et obscur, je remontais sur le pont avec la bordée du quart. Un bon vent poussait la grande carcasse du Cape Cod à une allure bondissante et rapide. Soudain,
Comme je me tournais par habitude vers la lisse de couronnement, je ne pus maîtriser un frisson. Le capitaine Achab était là-bas, debout sur la gaillarde d'arrière. Et la réalité dépassait tout ce que j'avais imaginé. Rien dans sa personne qui trahit une maladie quelconque, rien qui permit de penser qu'il était en convalescence, mais plutôt, il avait l'air d'un homme qui, soumis à l'action d'un bûcher, en avait été retiré à temps, c'est-à-dire au moment où les flammes commençaient à mordre ses manches. Son large torse semblait avoir été coulé dans le même bronze que les percées de Benvenuto Cellini. Un trait livide serpentait dans ses cheveux grisonnants, descendait le long d'un des côtés de son visage et de son cou, et plongeait sous sa vareuse. De quoi s'agissait-il? D'une marque qu'il avait reçue en naissant? D'une cicatrice consécutive à une terrible blessure? Un instant, je demeurai comme fasciné par ce trait livide. Puis, je me demandais pourquoi le capitaine Achab affectait cette attitude raide, presque arrogante. Et, tout à coup, je compris. On ne m'avait pas trompé. La jambe sur laquelle il s'appuyait était faite avec l'ivoire poli d'une mâchoire de cachalot. On s'assurait qu'il gardait dans sa cabine plusieurs jambes de rechange, toutes semblables à celle-là. Sa position singulière, elle aussi, ne manqua pas de me surprendre. Mais je ne tardai pas à remarquer qu'il avait fait pratiquer sur le pont, près des haubans d'artimon, des trous de tarière profonds d'un demi-pouce, dans lesquels il assujettait sa jambe artificielle pour se tenir en équilibre. Il serrait l'un des haubans dans sa main gauche. Il regardait droit devant lui, au-delà de la proue du navire. Il ne prononçait pas une parole. Ses officiers évoluaient en silence autour de lui et montraient, par leur expression, qu'il ignorait rien du tourment qui rongeait leur maître. En effet, le sombre Achab semblait porter sur son visage le reflet d'une angoisse dévorante. Après cette première apparition, il regagna sa cabine. Mais par la suite, le temps ne cessant de s'améliorer à mesure que nous nous approchions de l'équateur, nous le revîmes presque chaque jour sur le gaillard d'arrière, puis bientôt presque chaque nuit. Dès que l'écart était réglé et que la bordée du pont veillait sur le sommeil de la bordée d'en bas, le timonier voyait soudain le vieil homme mutilé émerger lentement de son écoutille. La plupart du temps, sans doute pour ne pas gêner ses officiers qui dormaient juste au-dessus de lui, le capitaine Achab allait s'asseoir à sa place d'ordinaire, sur un tabouret façonné tout comme sa jambe, dans une mâchoire de cachalot. Mais, une nuit, plus tourmenté probablement qu'à l'ordinaire par son angoisse, il se mit de son pas aussi pesant que celui d'un ours à arpenter le pont, du gaillard d'arrière au grand mat. Stubb, empêché de dormir, quitta son hamac, monta à son tour sur le pont et, s'approchant du capitaine Achab, lui dit en s'efforçant de prendre un ton détaché. « Bien sûr, capitaine, personne ne peut vous empêcher de vous promener si vous en avez envie. Cependant, pour que vous fassiez moins de bruit, il y aurait peut-être un moyen. Vous pourriez, par exemple, placer un tampon d'étoupe sous votre champ d'ivoire. » Pauvre Stubb, tu ne connaissais pas encore le redoutable Achab. « Quoi ?» rugit le capitaine. « Suis-je donc un boulet de canon que tu veuilles me bourrer de la sorte? Allons, laisse-moi tranquille et retourne à ta niche, chien !» Stubb, stupéfait, demeura un moment bouche bée. Puis, se ressaisissant, il répliqua. « Vous savez, capitaine, je n'ai pas l'habitude d'être traité de cette façon. »« Fiche-moi le camp !» grogna Achab. Puis il tourna le dos et commença à s'éloigner. Redoutait-il les éclats de sa propre colère? Mais Stubb, éradié, lui emboîta le pas. « Vous savez, capitaine, je ne me permets pas que vous me traitiez de chien. Dans ces conditions, je te traite de mulet, d'âne, de bourrique. Maintenant, va-t'en! Sinon, je débarrasse l'univers de ta présence. » Et
tout en parlant après avoir fait brusquement demi-tour, il s'avançait vers son premier lieutenant avec une expression si effrayante que celui-ci, dans un mouvement involontaire, recula, puis descendit avec précipitation l'écoutille conduisant à sa cabine. Dès que Stubb eut disparu, Achab se tint un moment penché sur le bastinage. Après quoi, comme il le faisait presque toutes les nuits depuis quelques jours, il envoya l'un des marins de quart chercher son tabouret d'ivoire et sa pipe. Il alluma sa pipe à la lampe de l'habitacle, installa son tabouret sur le pont du côté exposé au vent, s'assit et se mit à fumer. Quelques instants plus tard, après avoir tiré plusieurs bouffées que le vent rabattait sur son visage, il commença à murmurer. « Comment se fait-il que le tabac ne me calme même plus? Oh, ma pipe, comment le chemin va être pénible si ton charme n'agit plus sur moi. Tu me versais la paix, la sérénité. Mais je vois que tu m'es devenu inutile. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je ne fumerai plus. » Il jeta la pipe à la mer et, se levant, il se remit en marche sur le pont. De temps à autre, pour ne pas perdre l'équilibre, il fallait se comprometer au cordage. Le lendemain matin, Stubb dit à Flask. « Si tu savais ce qui m'est arrivé, j'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar. Nous nous querellions, le vieux et moi. Et voilà qu'il me flanque un coup de pied avec sa jambe d'ivoire. Je veux riposter. Je lève ma jambe droite, je m'aperçois qu'elle se détache de mon corps. Que penses-tu de cela? Bah, ça me semble assez ridicule. Non, Flask, ce n'est pas ridicule, c'est un avertissement pour nous tous. Tu vois le capitaine là-bas, à l'arrière, il regarde fixement le large. Eh bien, je vais te donner un conseil. Laisse-le tranquille. Ne réplique jamais, quoi qu'il te dise, mais écoute. Il crie. En effet, le capitaine Achab criait. « Hé, là-haut, la vigie! Hé, vous tous, remuez un peu, il y a des baleines dans les parages. Si vous en voyez une blanche, hurlez à vous en faire éclater les poumons. » Stubb regarda Flask. « Alors, à ton avis, Flask, bizarre, n'est-ce pas? Tu as entendu? Une baleine blanche, tu te rends compte, ma parole, il perd la tête. Mais, chut, le voilà. »